Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir Ruth Elfreth. Ancien ministre de la Défense, député UDI de l'Eure, un des hommes forts de l'alternative. Cette réunion entre François Bayrou, Jean-Louis Borloo et vous aussi, avec tous les centristes, désormais. C'est la réunion de la famille centriste. Il y a un peu de mal quand même. Oui, c'est difficile de mettre en place voilà, une équipe qui tourne parce que on a été quelques années sans se parler. Pour ma part, j'ai retrouvé, comme si c'était hier, un dialogue avec François Bayrou, mais c'est vrai que il faut donner du temps pour que tout ça se mette en place. Et il faut surtout qu'on donne du contenu. C'est pas une question d'associer deux hommes, le mariage Bayrou-Borloo, comme s'il s'agissait du mariage de Piquet-Ploc, quoi. Vous voyez, c'est pas ça. La question, c'est construire une famille qui porte un message politique. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est dès le mois de janvier, nous puissions aborder mois après mois, un certain nombre de sujets pour porter un projet politique. Et ce projet politique, ça doit être, selon moi, d'aborder les choses en étant les modernes de l'étape, c'est-à-dire dans la vie politique française, c'est-à-dire ceux qui disent aux Français face à l'UMP et au PS, nous, on portera un projet radicalement nouveau qu'on pourrait résumer par un mot ou une phrase. La France n'est pas seulement en crise, nous sommes en train de changer de monde. Nous changeons de monde et ça nous impose de modifier 5 ou 6 éléments de notre logiciel politique. On va en parler évidemment dans un instant, mais comme ancien ministre de la Défense, un mot peut-être d'abord sur l'Ukraine, on parlera de la Centrafrique tout de suite. Est-ce que vous êtes inquiet de cette situation? Est-ce que la France parle suffisamment fort? Pierre Lelouch tout à l'heure disait, oui, mais il faut aider les Ukrainiens contre la Russie. C'est comme ça qu'il faut voir les choses? Moi, j'ai souvent eu des réunions au sein de l'Alliance Atlantique où je disais il faut construire un nouveau dialogue avec les Russes. Les Russes encore ont souvent le sentiment de l'encerclement et de l'autre, nous les voyons encore avec les lunettes d'un autre temps. Et on a besoin de construire une nouvelle relation avec les Russes. Pour l'Ukraine, permettez-moi de vous dire aussi qu'il n'y a pas non plus que des Ukrainiens favorables à l'adhésion. Parce que l'Ukraine, on voit celle de Kiev. Des images de Kiev, mais on oublie qu'il y a une partie de l'Ukraine qui est très russophone et très attachée à sa relation avec la Russie. Donc je voudrais qu'on évite d'avoir le prisme de la capitale sur cette question. Et je crois que derrière tout ça, il y a d'abord un gouvernement, un président de la République qui est discrédité, une équipe politique discréditée, et donc l'Europe est, j'allais dire, l'élément qui agrège l'ensemble des contestations d'un pays qui va mal. Est-ce qu'on doit parler plus fort? Est-ce qu'il faut envoyer le ministre des Affaires étrangères à Kiev pour soutenir les manifestants? Dans cette question-là, on ne soit pas dans une relation de concurrence avec la Russie. Nous avons besoin, nous, Union européenne, de construire une nouvelle relation avec la Russie, notamment par exemple sur les questions énergétiques. Et par ailleurs, de soutenir bien sûr ceux qui appellent à une nouvelle ère démocratique en Ukraine. Pas de provocation avec la Russie, donc on l'a compris. La Centrafrique, une mission plus difficile qu'au Mali, qui durera le temps que les forces africaines prennent le relais, peut-être 6 mois, plus, voilà ce qu'on entend de la part du ministre de la Défense, du président. Vous êtes sceptique ou vous pensez que ça va se passer comme ça? Je pense que sur le sujet, une nouvelle fois, François Hollande et Jean-Marc Ayrault nous refont à peu près le même scénario, par exemple, que sur la politique fiscale, si je puis dire. C'est-à-dire politique fiscale 2012, voilà, on n'augmentera pas les impôts en 2013. Puis finalement, en 2013, on ne les augmentera pas en 2014. Et donc là, sur la question centrafricaine... Il y a un mensonge, vous voulez dire? Il y a un mensonge. Pour moi, il y a 2 choses. La première, c'est de ne pas avoir tenté de construire une réponse européenne. Cette partie du monde est de la responsabilité de l'Europe. Oui, mais... La relation entre l'Europe et l'Afrique devait nous amener à tenter de construire... C'est pas le mensonge, ça. Attendez, je vais y venir. Était de construire une proposition européenne. Et la deuxième chose, c'est que François Hollande et Jean-Marc Ayrault mentent, et j'allais dire, c'est à la fois un mensonge et c'est une idiotie. Quand on dit, comme hier, on va y être entre 4 et 6 mois. Puis là, le temps de passer la main aux Africains. Cette opération-là, elle va durer des années. Et elle va durer des années. Pourquoi? Parce que vous ne remettrez pas un État sur pied, ou tout du moins l'architecture d'un État, en l'espace de quelques mois. C'est pas vrai. Donc il faut dire aux Français qu'elle va durer longtemps, mais qu'elle est justifiée. Oui, moi je pense que nous avions
le vous l'auriez devoir, fait, vous bien auriez sûr, conduit je cette... pense que tous les chefs d'État français auraient en effet décidé d'intervenir en Afrique. Après, comment on le fait? Moi, je l'aurais fait, comme nous l'avons fait, souvenez-vous, en 2008 pour le Tchad, où nous avons construit une proposition, une force européenne, ça s'appelait EUFOR Tchad, et nous sommes intervenus ensemble. Et ensuite, l'Europe, à travers ses moyens d'aide au développement, a apporté une réponse humanitaire, d'équipement, de programmes d'infrastructure. Là, nous y allons seuls, et nous ensuite, nous nous retournons vers les Européens en disant, mais pourquoi ne viendriez-vous pas avec nous? C'est pas comme ça qu'on construit les choses. Il fallait y aller, il fallait faire une grande réunion sur la Centrafrique avec les Européens. Il fallait faire ce que nous aurions dû faire aussi pour le Mali, c'est-à-dire aller dans les capitales européennes, leur proposer que nous ayons une force européenne qui soit l'architecture ou le squelette ou le muscle de la force africaine qui progressivement se déploiera sur zone. Et attendez, je termine. Pourquoi je dis que c'est un mensonge et que c'est une idiotie? Parce que est-ce qu'on peut penser un seul instant que dans 6 mois, les forces françaises qui vont amener sur place des dizaines de tonnes d'équipements vont repartir pour laisser les choses à l'abandon? Vous voyez bien que dans 6 mois, vous n'aurez pas réglé la question. Et donc, ce serait, j'allais dire, ce serait idiot que de s'engager en Centrafrique, commencer à faire des efforts pour ensuite repartir immédiatement et laisser les choses s'effondrer. Ce que vous appelez un mensonge, pourquoi? C'est un mensonge parce qu'il faut dire aux Français, nous y serons aussi longtemps que nous avons été, par exemple, en Côte d'Ivoire, parce que c'est à peu près le même schéma que la Côte d'Ivoire. Et vous savez, quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, en 2002, et est-ce qu'on y est encore aujourd'hui? On y est encore. Vous savez ce qu'a déclaré aujourd'hui le chef de file des députés PS devant la presse parlementaire? Il a épinglé les faux culs de l'UDI et de la droite en général pour leurs critiques sur le budget de la défense et sur la stratégie de la défense, alors qu'ils ont mis la défense dans une situation intenable. Ils veulent nous donner des leçons alors qu'ils ont fait des erreurs et que nous, on veut remettre de l'ordre dans la maison et on stabilise le budget. Il ne doit pas y connaître grand-chose. C'est qui ce... Bruno Le Roux. Bruno Le Roux, oui, je pense qu'il ne doit pas y connaître grand-chose sur les questions de défense. Mais... vous êtes vexé là, vous êtes fâché. Non, absolument pas, absolument pas. Mais là aussi, on vient de voter une loi de programmation militaire. Cette loi de programmation militaire, elle est symbolisée par l'absence de courage. Je ne reproche pas au gouvernement socialiste de ne pas mettre plus d'argent pour la défense. On n'est pas en situation. Vous avez commencé. Vous avez commencé. Moi, j'ai fait procéder à de vastes réorganisations. On a fait 1,6 milliard d'euros d'économies sur le fonctionnement. On a supprimé des postes, etc. On a supprimé services. Mais ce que je reproche sur les questions de défense, c'est qu'on n'ait pas eu le courage d'aborder un certain nombre de sujets frontalement. Mais ça, faut-il en avoir la force? La place du nucléaire. Est-ce qu'on peut maintenir un nucléaire aussi... Commission sur le coût du nucléaire qui a été acceptée aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est le nucléaire civil. Moi, je parle du nucléaire militaire. Au rythme où on va, 30% des crédits de la défense seront consacrés aux 2 composantes assurant la dissuasion. Ce sujet-là aurait mérité d'être abordé. Il faut en supprimer? Oui, il faut en supprimer. Il faut supprimer... Il faut supprimer la composante aérienne parce que nous ne pouvons pas nous offrir malheureusement aujourd'hui ceinture et bretelles, c'est-à-dire la composante sous-marine et la composante aérienne. Garder la composante sous-marine et supprimer la composante aérienne. Garder la composante sous-marine et par ailleurs consacrer... Pourquoi vous l'avez pas fait? On l'a pas fait parce qu'on était, excusez-moi, dans un autre schéma de croissance. Quand nous avons fait la loi de programmation militaire en 2008, c'était avant la crise. Et malheureusement, la crise est arrivée et bien entendu, la France ne peut plus consacrer le même volume d'argent qu'il y a quelques années. Et la deuxième chose sur la défense, c'est que on continue à vivre sur un mythe. Le mythe de la puissance militaire globale. En clair, on est capable de tout faire. En vérité, c'est pas vrai. Et donc aujourd'hui, nous devrions au contraire reconstruire le format de nos armées en construisant un corps expéditionnaire capable de mener une opération comme la Centrafrique ou le Mali en totale autonomie stratégique, ce que nous ne sommes plus capables de faire aujourd'hui. Vous avez vu que pour le Mali, on a eu besoin des Américains, des Anglais, etc. Et ensuite, nous dire que nous serons dans le cadre de coalition et que nous apporterons un certain nombre de capacités. Mais ça imposait d'avoir révision générale que personne n'a le courage de faire jusqu'à présent. De déchirer la copie et de remettre les choses en place. Un mot sur le logiciel Louvois. Vous dites j'ai fauté, je ne pas vu venir la catastrophe. Il a été donc supprimé, abandonné par Jean-Yves Le Drian.
Écoutez, moi, dans le cadre de toutes les réorganisations que j'ai menées, j'ai décidé en 2008 de réformer le système de paie, qui était géré de façon archaïque. Après, il y a eu 3 ans d'études informatiques, etc. Je n'étais plus au ministère de la Défense. À la fin de l'année 2011, il a été décidé de procéder à ce nouveau système de paie. Très franchement, je crois savoir que ça n'est même pas une décision qui a été prise au niveau ministériel. Elle a été prise par les services qui ont estimé qu'après tous les essais qui avaient été faits, ça marcherait. Voilà, je pense que... Erreur et faute, donc, que personne n'assume apparemment oui, dans aucun domaine. Mais derrière tout ça, il y a une question simple qui est la gouvernance du ministère, où il y a tellement d'acteurs et de personnes entre les états-majors, l'état-major des armées, civile, les militaires, l'administration civile, les divergences entre les deux. Et donc toute cette gouvernance sur laquelle il y a eu beaucoup de progrès de fait, doit être encore améliorée pour qu'il y ait des responsables qui soient en capacité de prendre les décisions. Vous dites toujours de François Hollande, la vraie question, si vous voulez rendre service à son pays, c'est qu'il parte, il est incompétent. Oui, je pense que derrière tout ça, il y a un sujet de fond. C'est les mots, là, je parle pas. Enfin, oui, vous répétez vos mots et vous considérez qu'il faudrait qu'il parte demain et qu'il est incompétent. La question qui était posée par votre confrère, c'était s'il devait rendre service au pays. J'ai dit, s'il devait rendre service au pays, le mieux serait qu'il parte. Parce que je pense que malheureusement, il est tellement aujourd'hui... derrière tout ça, il y a une question de légitimité qui se pose pour les Français. Vous la posez, vous? Oui, je pense que vous posez la question de la légitimité de François Hollande. Les Français, aujourd'hui, ont un regard à l'égard du chef de l'État qui est qui est se dire, finalement, pour la première fois, probablement, on a élu un président de la République qui n'est pas à la hauteur de la tâche. Même lorsque vous le voyez engager les opérations militaires. Oui, enfin, d'accord, mais on peut avoir un peu de courage à l'extérieur, ça. En effet, l'essentiel, c'est d'avoir du courage à l'intérieur. Et la deuxième chose, c'est que on voit bien que, affaibli comme il est, plus rien ne se fera dans le pays pendant 3 ans. C'était cela que je voulais dire à travers ça. C'est-à-dire que l'immobilisme sera la règle durant 3 ans parce que la majorité n'est plus en situation politique de pouvoir mener les transformations dont le pays a besoin. Vous avez entendu que Nicolas Sarkozy annonce son retour. Ça, j'ai cru comprendre. Vous confirmez, même Jean-Louis Borloo, dans le point d'aujourd'hui, il dit oui, il va revenir. J'ai cru comprendre par des Jean-Louis conversations... Borloo qui va voir et qui parle avec Nicolas Sarkozy, donc. Ça, je n'en sais rien. Comment vous n'en savez rien? Je sais pas. Moi, il me dit le contraire, donc je le crois. Il ne confirme pas. Et donc, j'ai cru comprendre qu'en effet, c'était une hypothèse relativement probable aujourd'hui. Est-ce que ça vous fait pas peur? Vous dites pas, on va avoir du mal à avoir un candidat de l'alternative en 2017, si Nicolas Sarkozy revient? Au-delà de Krief, pour nous, il y a la nécessité de gagner en densité, de gagner aussi en crédibilité à travers un projet politique qui soit un projet d'alternative, non pas simplement d'alternance, c'est-à-dire d'attendre le pouvoir, mais de construire quelque chose de neuf. Et il y aura pour nous une question aussi qu'il faut poser, qu'il faut dire, c'est que au moment de lancer la campagne présidentielle, est-ce que nous ne courons pas le risque d'être disqualifiés, nous, opposition, du second tour? La même question se posera d'ailleurs. Donc ça veut dire que vous n'excluez pas, ça veut dire que vous n'excluez pas de rejoindre une candidature de Nicolas Sarkozy dès le premier tour, sinon vous seriez disqualifié. C'est ça que vous dites? Aujourd'hui, si on veut bien regarder les choses, avec donc pas de candidature obligatoire de l'alternative, pas je sûr. Souhaite et je veux plus que tout autre une candidature parce que je souhaite que nous portions notre projet politique. Je veux simplement en responsabilité dire que dans l'état actuel des choses, il y en a une qui est à peu près qualifiée à coup sûr pour le second tour. Vous pensez à Marine Le Pen? C'est Marine Le Pen. Donc aujourd'hui, celui qui est disqualifié, c'est François Hollande. Bah oui, c'est clair. Comment devant le danger de Marine Le Pen, il faudra rejoindre Nicolas Sarkozy. Mais pas forcément Nicolas Sarkozy. On verra bien. Peut-être qu'en réalité, c'est le candidat de l'alternative qui sera le mieux placé. Ne considérez pas que les choses sont immuables en politique. De comprendre. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'en 2016, pour la droite comme pour la gauche d'ailleurs, il y aura une question. Est-ce que la multiplicité des candidatures de premier tour ne risque pas de les disqualifier pour le second tour? Ça sera valable à gauche pour les Verts, ça sera aussi une question pour le Front de gauche, comme ça sera une question pour nous et pour l'UMP. Dernière question, c'est une chasse aux sorcières, Christian Flech, limogé aujourd'hui, le patron de la PJ? Moi, je fais partie plutôt de ceux qui considèrent qu'un certain nombre de
directeurs d'administration centrale, quand ils sont à des postes extrêmement sensibles, il est assez logique que le pouvoir ait confiance en eux. Ça ne me chagrine pas que lors d'une alternance, un certain nombre de responsabilités changent. Merci beaucoup. Merci Hervé Morin d'être venu sur le plateau de BFM TV. Tout de suite, c'est notre face-à-face entre nos communicants, Arnaud Champremier Trigano et Bastien Millot. Eh bien, on va parler de Nicolas Sarkozy, évidemment, et François Hollande aussi. Ils étaient ensemble en Afrique du Sud hier.